Oui, salut tout le monde. Ça va, vous avez bien profité du Best of Web? C'était cool? Ouais? Peut-être pas super motivé encore. Je sais, on est vendredi, on est un petit peu fatigué, etc. J'aimerais avoir une vraie réponse. C'était cool le Best of Web? Voilà, bah, une semi-réponse, mais ça passera pour aujourd'hui. Bon, on va parler de web perf, histoire de bien finir le Best of Web. J'espère bien conclure ça pour vous. Mais avant ça, je vais un petit peu me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noël Massé. Je suis développeur advocate chez Bonitasoft. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Bonita? Wouh! Oui, donc d'accord, les deux, trois à qui j'ai parlé dans le salon, c'est ça. Pour faire très très simple, histoire que vous compreniez ce que je fais, Bonita, c'est une solution, en tout cas de mon point de vue, qui permet d'améliorer drastiquement la manière dont vous allez interagir avec le métier. Pour faire ça, on a une solution qui s'appelle Bonita Studio, qui va permettre au métier et à vous, en tant que développeur, de modéliser ça, de modéliser vos différents process métiers. Et ensuite, on a tout un ensemble qui est extensible, configurable, etc. via du code. Voilà. Je vous la fais très résumé. Donc moi, dans ce cadre-là, je suis développeur advocate web. Voilà, je me concentre essentiellement sur le web. Et pourquoi? Parce qu'on fait des applications qui sont essentiellement concentrées sur ce qui est core et critique pour une entreprise. Donc, c'est-à-dire des trucs où vous avez besoin d'un très haut niveau de qualité. Et ça tombe bien, moi je suis assez passionné par les bonnes pratiques, les performances, etc. Je viens pas mal du côté PWA, et justement, on va parler un petit peu de ça. Donc là, c'est un talk qui rentre un petit peu dans mon track Web on Fire. Vous pouvez retrouver ça sur fire.noelmassé.com. Il y a tous les slides, etc., de ce talk et les vidéos des précédentes. Le principe derrière, c'est que j'essaye de présenter les nouvelles technos du web, en tout cas les trucs qui ont bougé dans les 6 derniers mois. Alors, 6 derniers mois, des fois, c'est avant CFP. Donc là, vous allez voir PRPL, en fait, j'ai voulu parler de ça parce qu'il y a PRPL Server 1.4 qui est sorti il y a environ 6 mois. Voilà. Et je vais vous illustrer ça donc avec PRPL Server en partie. Et donc à chaque fois, voilà, j'illustre les différents sujets dans le cadre des principes PWA. Donc très très rapide introduction, puisque j'ai que 30 minutes, sur les PWA et pourquoi je parle de Web on Fire. Déjà, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu le terme PWA? Tous pas trop lever la main. Donc PWA, ça veut dire Progressive Web App. Alors ça a été un terme inventé par Alex Russell, comme à peu près apparemment tout ce qui sort d'un petit peu innovant, les bonnes idées de chez Google, c'était autour d'une bière, avec une de ses collègues, donc Alex Russell qui est ingénieur chez Google, et qui ont fait simplement le constat que à cette époque-là, en 2015, il y avait une évolution sur les capacités du web, mais qu'on ne les utilisait pas à leur plein potentiel. Donc, utiliser à leur plein potentiel, ça veut dire derrière avoir une méthodologie, une vision, pour bien intégrer ces technologies. D'accord? Donc, ce qu'il dit, c'est voilà, juste des sites web qui ont pris les bonnes vitamines. Donc, les bonnes technos au bon endroit. Et comment on fait ça et pourquoi on dit progressive web app? C'est qu'on apporte progressivement ces features. Non pas en termes de temps de développement, hein, c'est pas on démarre un site web et petit à petit on rajoute des trucs, etc. Ça, c'est comment vous le gérez. C'est plutôt on l'apporte progressivement à l'utilisateur. On va améliorer l'expérience utilisateur sur le site web pour aller d'un website. Quand vous avez un résultat sur Google, vous voulez consulter un site web, vous voulez des informations rapidement, et petit à petit en faire une application. Alors un bon exemple de ça, ça va être par exemple quand vous avez un champ formulaire pour entrer une adresse, la géolocalisation, vous ne la demandez pas au tout début. Qui en a totalement ras-le-bol de voir des sites qui vous demandent la géolocalisation ou les notifications dès le départ? Voilà. Ceux qui ne lèvent pas la main, c'est juste que vous avez mal au bras. Donc, voilà, ça, c'est pas du tout progressif. Progressif, c'est le fait de mettre un petit bouton à côté sur lequel l'utilisateur va cliquer pour automatiquement remplir le champ. Et là, il a compris pourquoi on lui a demandé le droit d'accéder à sa géolocalisation. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe qu'il y a derrière le terme Progressive Web App. Le problème, en tout cas de mon point de vue, c'est que depuis 2015, on a eu tendance petit à petit, dans les talks, sur les articles, etc., à avoir un biais et à associer ça aux installable web apps, à associer ça à l'intégration dans le système. Donc avoir l'impression que PWA, ça veut dire j'ai une web app installable. Et donc faire une web app qui est installable, donc qui a un manifeste, qui a un service worker, etc., mais qui derrière respecte aucun des principes que je vous ai dit à l'instant, ce n'est pas une progressive web app. Si vous voyez le terme passer, par exemple, chez les gens qui travaillent sur Chrome, etc., quand ils disent PWA, ils veulent dire une web app de très haute qualité. Voilà. C'est un petit peu ce que j'essaye de ramener en mettant en avant le terme Fire. Quelqu'un avait déjà vu ce terme Fire sur un talk, sur les articles? Non, si vous êtes allé sur developers.google.com, il était sous-entendu pendant une longue période où il y avait ces 4 catégories. En fait, ces 4 catégories dans lesquelles
on doit se concentrer pour faire une bonne web app. Et PWA ou pas, on s'en fiche. On veut une bonne web app. Donc, 4 principes. Donc, FHIR, hein, c'est un moyen mémotechnique, fast, integrated, reliable, engaging. Donc, performante, intégrée, fiable et engageante. Performante, ça veut dire juste que votre application elle se charge rapidement, etc. Intégrée, on vient d'en parler, c'est pas que l'installation, c'est aussi d'utiliser Device API, la géolocalisation, etc. On avait un petit exemple tout à l'heure avec l'intégration d'un player, voilà, des choses comme ça. Donc avoir un look and feel plus proche du natif, ne pas avoir la sensation d'avoir des désavantages parce qu'on fait du web. Fiable, on ne veut jamais voir le dinosaure. Dinosaure, vous voyez ce que c'est? Ouais, le petit dinosaure avec lequel on joue quand on n'a pas de réseau sur Chrome. Voilà, c'est ça. Donc, si on a une progressive web app, a priori, on ne doit jamais le voir. On doit bien gérer l'offline et le Li-Fi. Le Li-Fi étant simplement le réseau qui vous ment. Hein. Il vous dit qu'il est connecté, mais le réseau est tellement pourri que vous ne recevez rien. Et engageante, ça veut dire donner à l'utilisateur envie d'utiliser votre application, de la réutiliser. On parle de réengagement. Donc, quand on fait une introduction généralement à ces sujets, ce que j'ai fait pendant longtemps, on va parler généralement de AppShell. On va en reparler ici, mais dans un cadre où je pense que c'est peut-être un petit peu plus intéressant à illustrer. On va parler du manifeste, donc qui permet d'avoir une installable web app. On va parler de service worker pour le côté fiabilité réseau, et on va parler de la push API, le côté notification, pour réengager l'utilisateur. Et donc voilà, quand on approfondit un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont nouveaux, mais qui s'associent avec des choses anciennes. Par exemple, dans la performance, on va parler de minification. Voilà, vous pouvez faire du service worker, etc. Si vous ne minifiez pas vos fichiers à la base, vous avez peut-être raté quelque chose. Si vous utilisez des librairies qui pèsent des mégas, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Et donc, c'est ça que j'aime bien. Oui, je saute des slides, hein, parce que voilà, on est timeboxé à 30 minutes. C'est ça que j'aime bien avec l'idée du PRPL, c'est qu'on associe non seulement des technologies, essentiellement l'HTTP2 et les services workers ici, plus le bundling, voilà, il y a plein de technologies qui rentrent en compte, mais on en déduit une pratique générale. Et au final, ce n'est pas quelque chose de très récent. Si vous regardez sur des blogs, etc., vous retrouvez des articles qui datent de 2016 et qui avaient la même approche, mais avec des technos parfois différentes. Donc, qu'est-ce que ça va être PRPL? Donc, Purple, pour s'en rappeler, on n'est pas obligé de prononcer ça ne sert à rien, voilà, il n'y a que des consonnes, c'est pas comme FHIR. Justement, c'est pas comme FHIR, ce n'est pas 4 parties indépendantes, c'est le cycle de vie de votre application. Du moment où l'utilisateur a demandé d'y accéder, a rentré l'URL, entré, il a fait son appel HTTP, jusqu'au moment où il interagit avec l'application à faire du lazy loading. Donc 4 étapes, push, render, pre-cache, lazy load. Donc ça, c'est voilà, les 4 étapes que vous retrouvez dans PRPL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, premièrement, que quand vous allez avoir l'utilisateur qui demande ce qu'on va appeler notre entry point, le fichier HTML, qui va demander votre URL, non seulement vous lui donnez le fichier, mais vous allez également push, on va voir comment, c'est via HTTP2, les données critiques qui vont avec ce fichier. On va voir pourquoi. Ensuite, on va faire du rendering, pas de techno spécifique de ce côté-là, on va rendre la route initiale. Mais on va voir que ça a des impacts sur comment on bundle, et au final, ça va connecter avec pas mal de choses que j'espère vous faites déjà au quotidien. Ensuite, on va faire du pre-caching. Pour ça, on va aller utiliser le service worker. Donc simplement, les trucs que l'utilisateur va avoir besoin après, on va les récupérer à l'avance, comme ça sera plus fluide. Et enfin, on fera du lazy loading, un sujet que vous connaissez déjà, j'espère, mais je vais essayer de vous clarifier un petit peu. Donc pour ça, on va utiliser du HTTP2 server push. Ça me sert de plan derrière, même si je vais le prendre un petit peu dans le désordre. Ensuite, on va faire du rendering tout simplement. Je vous ai dit, on utilise du service worker ou du preload, mais essentiellement les service workers, c'est quand même vachement mieux. Et enfin, on utilise les ES modules pour faire du lazy loading. Donc, cette image est directement issue de l'article qui a introduit un petit peu le PRPL avec le public sur developers.google.com. Juste petite parenthèse, il y a une différence avec une petite édition que j'ai dû faire. Si vous allez voir cette image, vous verrez que My App, List View, Detail View, c'est des points HTML. Pourquoi? En fait, derrière, le PRPL a beaucoup évolué avec Polymer. Est-ce que vous avez entendu que Polymer a changé? Oui, j'ai quelques hochements de tête, ok. Donc, Polymer a changé, pour faire très rapidement, petite parenthèse. Au départ, il y a eu beaucoup de communication sur le fait que Polymer, ce n'est pas une librairie, c'est un ensemble de polyfills, et on vous prépare juste aux standards, et quand les standards seront prêts, vous virez Polymer, ça marche. Sauf que c'était vachement tôt, et que les standards ont évolué. Typiquement, pour faire du templating, pour faire du chargement dynamique, etc., ils sont partis sur la piste des HTML modules, le fait de pouvoir charger de l'HTML dynamiquement.
Et si vous essayez d'aller un petit peu suivre où en est le standard HTML module, ça évolue encore, hein, mais il y a du travail parce que c'est super compliqué à implémenter. Donc, il faut bien réfléchir au standard. Donc, du coup, voilà, l'article qui a introduit un petit peu le concept en illustrant avec du polymère, etc., est un petit peu vieux, mais aujourd'hui, quand on veut faire des web componentes, quand on veut faire de manière générale quelque chose qui va charger dynamiquement, on n'est même pas obligé de faire des web componentes, moi j'ai illustré avec ça, mais pas forcément, mais on va faire du JS. Le JS, on peut le charger dynamiquement grâce aux ES modules. Donc, les différents points qu'on va avoir dans notre application, la structure qu'on va avoir dans notre application. Le index HTML, on va appeler ça l'entry point. On va voir qu'il y a des principes importants dessus. Ensuite, on va parler du app shell, donc le premier bundle, le premier élément qu'on veut charger. Et les petits pointillés, c'est pour charger des choses dynamiquement, du lazy loading. Donc, première chose, l'entry point. J'aime bien cette petite image, je l'ai trouvée au hasard en cherchant sur Google Images, hein, comme beaucoup quand on fait nos slides. J'aime bien l'utiliser pour illustrer en fait justement le principe de notre entry point. Ici, c'est très sympa niveau com. On a un magasin de jouets pour enfants qui a fait 2 entrées. Une entrée pour adultes, une entrée pour enfants. En termes de design, cependant, si vous faites un petit peu la parallèle avec le code, on a un petit problème. C'est-à-dire que ici, on aurait très bien pu le faire avec une seule porte et ça fait moins à maintenir. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, les enfants peuvent très bien passer par la grande porte du moment qu'on a adapté la grande porte pour qu'elle ne soit pas super lourde, etc., etc., etc. Donc, je fais un petit peu cette parallèle avec l'entry point pour vous dire qu'il doit être le plus léger possible. Comme ça, quand vous avez une mauvaise connexion réseau, vous êtes en 2G, etc., ce qui couvre beaucoup de public aujourd'hui, ça va très bien fonctionner. Et quand vous avez une super connexion réseau, ça ne va pas fonctionner moins bien. Voilà. Donc, le principe ici d'avoir un entry point minimal, première chose, ça veut dire on ne charge pas, il faut arrêter avec ça, les polyfills pour tout le monde. Vous êtes sur Chrome, on va vous charger, vous demander de charger tous les fichiers JS de polyfills sur les web componentes, par exemple, qui sont là pour IE11, etc. C'est du ralentissement en trop qui ne sert à rien. Donc on a 2 solutions pour ça. Soit on va utiliser du JS qui va permettre de faire ces chargements dynamiquement, conditionnellement, en fonction du browser. J'ai illustré ici avec Web Components Loader qui, justement, lui, se charge directement de ça. Vous pourriez avoir une mauvaise pratique d'intégrer directement les Web Components polyfill. Ça veut dire que vous le chargez pour tout le monde. Ce n'est pas le but. Donc là, vous chargez juste un JS minimal qui, lui, va se charger d'analyser, etc. Et la deuxième solution, ça va être de faire du differential serving. On va voir que PRPL Server sait gérer ça. Differential serving, c'est simplement le fait d'avoir plusieurs builds suivant les browsers. Et côté serveur, on va aller, en fonction du browser, envoyer la bonne information. Donc, ensuite, notre entry point, du coup, il va aller directement charger notre app shell. L'application shell, souvent, il y a une confusion là-dessus. J'aime bien clarifier un petit peu. C'est qu'en utilisant des illustrations comme ça, on a la sensation que l'application shell, c'est le fait d'avoir un menu, un header, qu'on va séparer du code et qu'on va mettre dans son fichier JS à part, dans son bundle JS à part, etc. Alors, oui, c'est vrai, mais pas seulement. C'est pour ça que généralement, j'ai tendance à appeler ça l'UI shell en opposition à l'application shell. Le principe, c'est vraiment ce que vous aviez avec l'illustration que je vous montrais sur l'architecture tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment une séparation de ce que vous avez besoin au premier chargement, qui doit être le plus léger possible, et que derrière, vous allez avoir plein de bonnes gestions avec le service worker, etc., mais ce n'est pas le sujet ici. Donc ça peut inclure, par exemple, le fait d'avoir une première présentation de données qui va être hydratée par la suite. Par exemple, vous avez un store. Vous avez envie d'afficher une liste de produits très très sommaire avec peu d'interactions, mais comme ça, l'utilisateur il a l'impression que son time to interactive est beaucoup plus rapide. Et vous allez, via de l'hydratation par la suite, mettre à jour ces données. Un autre bon exemple, c'est Twitter. Twitter, vous allez dessus, vous n'avez aucune connexion réseau, sur mobile, il vous affiche quand même les derniers tweets que vous aviez consultés. Ça, c'est pour quand on retourne. C'est encore un cas d'utilisation différent. Voilà, j'insiste juste sur cette séparation technique UI. Là, on parle véritablement le fait d'avoir un fichier JS qui va à part. Et donc ici, l'objectif, ça va être justement d'avoir un first paint qui va être le plus efficace possible. Alors, quand vous faites l'analyse de vos performances web sur le premier chargement des applications, vous avez 2 choses. Vous avez le first paint et le time to interactive. First paint, c'est la première fois que vous allez montrer quelque chose à l'utilisateur. J'ai tendance à dire montrer quelque chose de l'application. On va voir pourquoi après. Le time to interactive, c'est quand votre utilisateur peut enfin utiliser l'application. D'accord ? Donc le first paint, c'est important pour bien dire à l'utilisateur, elle arrive l'application.
Vous êtes en 2G, etc. Ça prend des secondes à l'unité, hein, pas des dizaines de secondes, on espère. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, ça va arriver bientôt. Et ensuite, le time to interactive, justement, il faut qu'il soit assez réduit par rapport au first paint, sinon vous le perdez quand même. Et je dis pour le first paint, c'est un petit abus de ma part, mais de dire que c'est la première fois que vous voyez quelque chose de l'application, c'est là où on parle justement d'AppShell, du iShell, etc. C'est de mon point de vue, mettre un spinner, mettre des petites choses comme ça avant l'apparition de votre AppShell, c'est que vous avez un problème à la base. Voilà. Aujourd'hui, on a tellement de sites qui font ça que, je ne sais pas vous, mais en tout cas, beaucoup de personnes avec qui j'ai interagi, le spinner, s'il prend quelques secondes, ok, c'est que ça ne charge rien. Alors que normalement, votre first paint, ça doit être votre UIShell qui s'affiche en millisecondes, même en 2G. Donc pour faire ça, on peut aborder la chose de deux manières. On peut se dire que ça serait vachement intelligent de mettre l'AppShell directement dans l'entry point. Après avoir fait quelques tests, etc., je peux vous dire que ce n'est pas une bonne idée, tout simplement pour une chose. Généralement, vous voulez que l'AppShell soit cohérent avec votre application, donc vous commencez à utiliser des librairies, etc., et ça va totalement à l'encontre du principe de minimal entry point. Vous n'avez plus un entry point qui est léger. Vous commencez à vous dire, je vais faire du vanilla, je vais faire un truc super minimaliste, etc. Avec le temps, ce ne sera plus le cas. Du coup, vous aurez besoin de charger plus de choses, ça ne sera pas la peine. Alors, on arrive quand même au cœur du principe. Au cœur de l'HTTP2, il y a le multiplexing. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce que c'est le multiplexing? Juste sondage. Ok, c'est cool. Donc, pour ceux qui ne voient pas, pour faire très succinctement, parce que je viens de voir le panneau 10 minutes, c'est le fait de ne plus avoir besoin d'ouvrir une connexion pour chaque fichier. Très succinctement, très simplement. Donc, d'où le fait qu'il y en a plein qui se sont enflammés au début. On ne va plus avoir besoin de bundler nos modules JS. Pas forcément. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a déjà des limitations dans les browsers. Par exemple, Chrome est limité à 6 connexions et qu'au bout de centaines et centaines de fichiers, on a quand même une baisse de performance si on ne bundle pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les ES modules, on va se rapprocher des standards, et Webpack ou les autres vont tout simplement remonter notre arborescence et faire un bundle. À moins que vous vouliez vous embêter avec les configurations de Webpack, etc., il vous fait un bundle. Donc comment vous faites en sorte d'avoir des bundles séparés? Vous allez utiliser les dynamic imports. On ne fait plus les require, les petites annotations pour Webpack, etc. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a les standards qui vont bien pour ça, et tous les bundlers sont capables de les comprendre. Et en plus, comme ça, vous êtes prêts pour les évolutions du web quand ça arrive sur tous les browsers. Aujourd'hui, des Angular, des React Router, etc., ils utilisent de l'import derrière et un fallback avec du fetch pour les browsers qui ne supportent pas les dynamic imports. Voilà. Donc, vous retrouvez un petit peu avec un bundling comme ça. Je pense que ça connecte pas mal avec ce que vous connaissez déjà. Donc, dans le bundle avec l'AppShell qu'on va chercher au départ, on va également mettre les dépendances partagées. Et ensuite, on va avoir des micro-bundles qu'on va lazy loader pour les différentes vues. Ça, rien de très nouveau. Mais donc, tout ça, ça vous permet de faire le lazy loading. Un petit exemple avec PWA Helpers, qui est aussi un petit projet dans le cadre du projet Polymer Project. Donc, à chaque fois, très bas niveau. Donc là, voilà, juste pour faire un petit exemple, de montrer qu'on peut utiliser directement les dynamic imports. Et ça part directement dans le browser. On n'est pas très compatible avec les vieux browsers là-dessus. Donc, pensez polyfill, etc. Mais donc, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce premier point, le serveur push, la première connexion de l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur va recevoir son fichier index.html? Le browser va le parser et quand il va voir une balise link, script, etc., il va aller chercher au moment où il a vu le bon fichier. En faisant du serveur push, on va directement lui dire « Ok, je te donne index.html, mais tu vas aussi prendre ce CSS-là, ce JS-là, etc. » Et du coup, quand le browser il voit la balise, il dit « Ah, c'est bon, j'ai déjà en cache, je le sers directement. » Et là, on gagne des microsecondes, voire des secondes à faire ça. Donc pour faire ça, on a un pseudo-standard de fait qui s'appelle les push manifests. Je dis pseudo-standard de fait parce que maintenant, on l'utilise de plus en plus parce que c'est chiant de se les écrire à la main, tous les push headers. Du coup, ce fichier-là, c'est juste un fichier JSON où vous allez décrire les fichiers que vous voulez pusher avec votre ressource et qu'est-ce que vous allez mettre comme headers. Donc, on a le type de la ressource. Est-ce que ça va être un style? Est-ce que ça va être du script? On a également le cross-origin. Donc, ça, c'est pour gérer les credentials. On va en parler un petit peu après si j'ai le temps. Et les weight, personne n'est compatible, c'est pour faire la priorisation. Mais autant les mettre à l'avance. Autant anticiper. Et donc, on a un format encore au-dessus, qui est le multi-file manifest format, qui va nous permettre d'aller dire pour chaque entry point, qu'est-ce que je dois pusher avec. Typiquement, vous pensez votre application avec du routing, généralement. Donc, vous avez
le slash qui est directement l'entrée de votre PWA. Et vous avez également View 1, View 2, etc., peu importe comment vous les avez appelés, Customer, etc. Vous n'allez pas faire le même push. Là, vous savez qu'il a aussi besoin de ce module que normalement vous auriez les îlots-D. Donc du coup, vous incluez ça dans le push manifeste. Comment on va avoir ça? Alors, premièrement, on peut se l'écrire à la main. Aujourd'hui, honnêtement, dans beaucoup de cas, on se l'écrit à la main parce qu'on a deux solutions pour faire ça. On a HTTP2 push manifest, ça c'est bien quand vous avez un website entre guillemets à l'ancienne où vous avez que de l'HTML, et parce que ce produit-là, il va analyser vos fichiers HTML et générer le push manifest qui va avec. C'est tout. Donc, si vous commencez à avoir des choses un petit peu plus complexes, et typiquement une ESPA, ça ne suffit pas. Et il y a Polymer CLI qui va vous permettre, si vous faites du Polymer Library, donc si vous buildez entièrement votre projet avec Polymer, etc., d'aller vous générer le push manifest. Dès que vous sortez un petit peu de la Polymer Library, vous utilisez du lit element, etc., comme j'ai utilisé dans le projet de démo, non, il va falloir se le taper à la main quand même, honnêtement. Donc, et ensuite, comment on l'utilise? Donc, on a deux solutions, basiquement, pour l'utiliser. On a PRPL Server, qui, lui, est encore une fois une micro-solution proposée par le Polymer Project, qui va vous permettre non seulement de faire le service de vos fichiers en utilisant le push manifest, mais également de vous faire du differential serving. Comment il va faire ça? Tout simplement, il va lire une configuration qui est le même format que pour Polymer CLI, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Polymer CLI derrière. Donc simplement, vous lui dites les builds qu'on a. Donc là, par exemple, on a deux builds, généralement ce qu'on appelle le moderne build sur Vue CLI ou Angular CLI. On fait un gros bundle pour les browsers qui ne supportent pas l'HTTP2 et les ES modules. Et on fait ce que je vous ai dit à l'instant, des plus petits bundles pour quand on a de l'ES 2015 et quand on va avoir l'HTTP2. Donc, voilà, il vous fait cette première partie et également, il va vous servir le push manifest. Pareil, je passe. Deuxième solution, c'est d'utiliser Google App Engine. Vous avez directement une annotation pour aller renseigner votre push manifest sur un gaz. Hop. Et donc, on va avoir enfin, parce que si vous avez remarqué, j'ai parlé du P, j'ai parlé du R, j'ai parlé du L, mais je n'ai pas parlé du deuxième P, qui est le pre-cache. Donc là, dans ce cas-là, très rapidement, on passe par les services workers, on utilise cache.addAll qui va vous permettre de récupérer la ressource et de la mettre dans le cache, et ensuite, vous la reservez classiquement, voilà, de cette manière-là. Vous pouvez utiliser la cache API, mais c'est pourri. Je passe rapidement encore une fois. Et si vous utilisez Polymer CLI, vous pouvez utiliser directement SW Precache, mais SW Precache, c'est déprécié. Donc, il y a eu travail du côté de Polymer CLI pour faire ça. Et je vous invite très fortement à aller voir Workbox, et je n'ai pas assez de temps dans ce talk pour vous montrer la suite. Donc, pour résumer très rapidement, PRPL, c'est une vision globale de votre application pour utiliser au maximum l'HTTP2, utiliser le serveur push, le multiplexing vous permet de faire des bundles plus petits avec les ES modules, et évidemment, pour bien gérer ça, vous gérez avec du lazy loading. Hop. Donc, voilà, ça sera tout pour moi. Merci. Merci. Donc, vous pouvez retrouver les slides ainsi que le projet sur GitHub, etc. Vous retrouvez tout sur fire.noelmassé.com. Et puis, après, je suis dispo pour des questions. Salut. Et sinon, sur Twitter. À bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? C'était rapide. Tu parles pas mal d'outils liés à Polymer dans les outils que tu présentes. Est-ce que tu sais si c'est possible de faire du PRPL sans du tout se marier ni à Webpack ou ni à Polymer s'il y a des outils qui permettent de faire facilement. Je sais qu'il y a des bundlers comme Rollup qui savent faire plusieurs bundles en même temps, mais je ne sais pas s'ils savent facilement faire des bundles par browser capabilities, tu vois, par capacité de browser ou ce genre de choses. Voilà, ma question, c'est le concept, il est super intéressant, mais genre Polymer, par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, je fais comment? C'est ça. Voilà, dans la vraie vie, je fais comment si je n'ai même pas de Node.js derrière en plus. Enfin, tu vois, il y a plein de questions. Merci pour la question. J'adore quand la première question, c'est dans la vraie vie, je fais comment? Comme ça me permet de rattraper les 5 dernières minutes. Donc, oui, j'ai illustré ça avec beaucoup de choses de Polymer Project parce que c'est des trucs rapides. Vous rentrez chez vous, vous voulez les tester en une journée, c'est fait. Je dis bien une journée parce que derrière, il y a d'autres choses que je n'ai pas montrées, évidemment. Mais c'est un pattern général. On parle de PRPL pattern. Simplement, derrière, on a peu de solutions
qui permettent d'automatiser ça pour vous. Et dans la vraie vie, même des solutions comme Polymer CLI, etc., elles ont leurs limites. Comme je vous ai dit, le push manifest, j'ai dû l'écrire à la main, par exemple. C'est de manière générale, voilà, une vision du truc. Le fait d'utiliser les dynamic modules, par exemple, avec n'importe quel bundler, bah, il va te faire les modules de la bonne manière, d'accord. Il va te les séparer. Il n'y a aucun bundler qui remonte les imports dynamiques. C'est des fonctions, hein, donc il ne se soucie pas de ça. Donc Rollup, oui, Webpack, oui, tous. D'accord. Le fait de faire du modern build, de faire du differential serving, etc., ben, au pire, tu fais différentes configurations de build, ouais, tout bêtement. Donc ton rollup, par exemple, tu vas le configurer 2 fois. D'accord. L'un en embarquant les polyfills et l'un sans, l'un en faisant un gros bundle et l'autre sans. Ouais. Sur ce point-là, l'intérêt, c'est que ici, tu as parlé, je crois, du PRPL serveur. Lui, j'imagine qu'il sait analyser les entêtes HTTP pour savoir, se baser sur le user agent et sur une espèce de whitelist, enfin un truc hardcodé, C'est ça. savoir tel user agent, il supporte OS 2015. Tel user agent, voilà, si on n'a pas le PRPL serveur, est-ce que tu sais main. Ok. Euh, Bon, il n'y a pas de magie. Hein. C'est ça. C'est ça. Malheureusement, oui. Alors après, voilà, c'était un petit bonus dans le cadre du, parce que c'est pas lié au PRPL, hein, le differential serving. Mais oui, c'est un sujet qui doit évoluer fortement aujourd'hui. On manque d'outils. Donc, appel aux contributeurs open source, etc. Faut y aller. Après, j'arrête, promis. Il aura toutes les questions, c'est bon. Juste sur ce point-là, je sais que en prod, j'utilise sur le site sur lequel je bosse, polyfill.io, peut-être que tu connais ou pas. Ouais. Il fait déjà ce travail pour toi. Tu lui dis j'ai besoin de polyfiler telle et telle API du navigateur et tu appelles une URL avec en paramètre les différentes API et il te sert le bundle JS avec les polyfills nécessaires. Et par exemple, sur Chrome ou Firefox, version récente, tu as un fichier JS qui pèse 2 kg, qui est juste un commentaire pour dire tu as besoin de rien. Et si c'est IE11, il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais comme c'est un service externe, c'est cool parce que ça permet d'aller vite. J'ai qu'une balise script à rajouter. Ouais. Comme tu dis, j'ai une balise script à rajouter, ça le fait tout seul. Mais c'est pas safe, quoi. C'est pas future proof. Si le service tombe, ton utilisateur sur IE, c'est en effet moi aussi la solution que j'ai tendance à utiliser à côté. Et sinon, c'est vachement plus fin. Typiquement, là, je peux te donner l'exemple avec les web components. Parce que là, tu as une solution pour les polyfills sur les web components. Et ensuite, oui, encore une fois, tu vas te le taper à la main. Tu as les librairies qui permettent, en fonction du user agent, de bien te gérer ton code. Et tu vas dire, je vais aller chercher tel fichier comme ça ou pas. Et là, c'est du dynamic import, encore une fois. Non. Justement, il faut gérer dans ce genre de cas que ton dynamic import, évidemment, il a un fallback. Donc, généralement, tu polyfiles directement le dynamic import. Celui-là, tu le files pour tout le monde, malheureusement. D'autres questions? Ouais. Il y a la priorité. Il est au premier rang. Au niveau du pré-rendering, tu as un peu benché les perfs des frameworks pour, au niveau de la taille du bundle. Est-ce que Angular est plus... au niveau de est-ce qu'on doit mettre le app shell dans l'entry point ou pas? Ouais. Ouais. Alors, pour le coup, j'ai fait surtout des différences sur les différents bundlings, sur les volumes que tu vas faire, etc. Après... J'ai testé un petit peu avec React parce que c'est les mêmes problématiques, même si tu n'as pas de web components derrière, sur l'exemple en tout cas que j'ai fait, c'est les mêmes problématiques, hein, c'est la taille de tes fichiers au final qui va compter. La principale problématique par contre de manière générale que j'ai trouvée, c'est le volume de ton app shell. C'est juste ça. En fait, c'est pas une question de solution de mon point de vue. Est-ce que tu fais de l'Angular, est-ce que tu fais du React, est-ce que tu fais du Lit Element ou quoi que ce soit. C'est que ton app shell, au bout d'un moment, tu vas avoir envie d'utiliser les mêmes trucs justement. Sinon, c'est que tu te le tapes purement en vanilla. Ouais. Justement, c'est là que tu fais différents bundlings. Alors, par exemple, sur Angular CLI, tu vas aller bien gérer justement le fait d'avoir ton app shell à part, minimaliste, etc., et de faire tout le reste en lazy loading. Ouais, c'est justement, tu vois, c'est une bonne illustration. Tu fais ton application en Angular, tu as peut-être envie que ton app shell soit en Angular. C'est ça. Si tu commençais à inclure directement ça, et même tu ne pourrais pas dans ton fichier HTML, ça ne serait pas de l'Angular. Il y a une question là. Ça a répondu à ta question, ouais, c'était bon. Bonsoir. Bonsoir. Tu as parlé de Purple Server et du manifeste. Est-ce que tu sais s'il y a des solutions qui sont actuellement en recherche et développées sans Node, en gros, typiquement
un plugin Nginx par exemple, afin qu'on n'ait pas parce que là on sert des fichiers statiques, afin qu'on n'ait pas du note. C'est ça. Donc ça, c'était le chrono. Je crois que je me suis fait arnaquer sur le temps. Nouveau portable, voilà, j'ai trouvé comment on l'arrête, merci. Voilà. Donc oui, ta question c'était est-ce qu'il existe des solutions avec les trucs qu'on utilise vraiment au quotidien? Basiquement. Malheureusement non. Il n'y a pas de module à Nginx, etc. Le truc rigolo que j'ai pas dit, c'est que PRPL Server, ça va choquer, il fait pas de l'HTTP2. Alors, je vous explique. Vous allez voir, vous regardez sur GitHub, etc. Vous allez voir le petit trick en fait qu'il y a dessus. C'est que lui, justement, il va bien vous servir le push manifest et vous faire le differential serving, etc. Vous avez besoin d'un proxy HTTP2 derrière. Donc là, justement, tu vas avoir du NGINX. Dans le projet, j'ai utilisé NGHTTP2 parce que c'est le plus léger possible. Mais de toute façon, devant, tu vas garder un front qui, lui, te fait véritablement le serving en proxy HTTP2. Voilà. Et ton PRPL server, la plupart du temps, en tout cas, tu vas l'utiliser en express quand tu as un véritable projet Node qui va faire du SSR, etc. Et là, tu vas pouvoir pousser le truc loin. Mais voilà, c'est une librairie Node ou une CLI, en CLI, l'envoyer en prod comme ça, moyen. Voilà. Donc non, je ne connais pas d'autres solutions toutes prêtes. Et que sinon, c'est ce que j'ai dit, un peu typiquement l'exemple avec le Google App Engine, t'écris à la main. Il n'y a rien de magique, malheureusement. Ça viendra, j'espère. D'autres questions? Ou pas, c'était peut-être la dernière. Merci. Ok, merci.